Donc Bruno Soulard, vous êtes dans ce salon Zen Yoga, enfin bon, en tout cas, et vous proposez donc le coaching. Alors le coaching, selon Monsieur Soulard, c'est quoi? Le coaching, c'est une méthode d'accompagnement des personnes ou des groupes pour définir précisément un objectif et se mettre en chemin pour atteindre cet objectif. Mais cette méthode, est-ce que chacun a sa propre méthode ou est-ce que c'est vraiment une certaine méthode qui est généralement engagée, employée? Alors ce sont différentes méthodes qui Voilà. sont appliquées, différents outils en fonction de la spécificité du coach, en fonction des besoins du client. Donc finalement, le point commun à tous ces coachs, c'est plutôt l'objectif que les moyens. C'est plus l'objectif que les moyens, absolument. Le client choisit les moyens, le rythme auquel il veut. Ah, vous voulez dire par là que vous pouvez vous-même faire varier les moyens? C'est le client qui décide. Oui, c'est ça, mais enfin, vous avez la possibilité de proposer plusieurs options. Absolument, mais je ne propose pas les options, je suis plutôt en train de proposer des pistes pour que le client trouve lui-même ses solutions et ses ressources. C'est-à-dire que je suis là pour questionner, faire prendre conscience et faire avancer le client sur son chemin. Donc je vois qu'on voit vos compétences, analyse transactionnelle, énéagramme, PNL, communication non verbale, emotional freedom technique. Donc vous n'utilisez pas de... Je veux dire ça, je vous pose cette question un peu comme ça, parce que moi je viens d'un milieu où on se sert, à tort ou à raison d'ailleurs, plus ou moins par exemple, d'astrologie ou de cartes, etc. Vous n'avez pas du tout ça dans votre bagage. Vous démarquez. Voilà, ce sont des outils qui sont tirés du développement personnel et qui permettent à chaque personne d'avancer à son rythme. Alors, est-ce que vous avez un outil, j'aime bien le mot outil d'ailleurs, est-ce que vous avez un outil qui nous permet quand même de comprendre une certaine forme de cyclicité ou de périodicité, de savoir qu'à un certain moment, on peut plutôt aller dans un certain sens ou dans l'autre, ou alors que vous n'êtes pas dans la pensée cyclique? Oui, alors, bon, il y a quand même les saisons, il y a quand même des choses, il y a le jour et la nuit, mais autrement, il n'y a pas... Vous parlez des saisons, on a un outil en coaching qui s'appelle les 4 saisons, pour savoir comment on se situe en analogie avec les rythmes de la vie, où par exemple en été on cueille les fruits, en hiver on est plutôt sur l'intériorité et sur... il faut être en phase avec les saisons quand même, quelque part. Exemple, mais on peut être sur différents domaines de sa vie, à différents niveaux de saison, indépendamment de la saison... c'est ça, mais d'ailleurs c'est ça la cyclicité, elle ne se réduit pas à la question des saisons. Mais néanmoins... quand vous dites on peut, c'est un peu empirique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit à un moment donné qu'on est dans ce sens-là, mais c'est pas systématique, c'est pas telle phase par rapport à telle autre phase ou pendant une certaine. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. Mais les gens qui viennent sont en général en phase de changement, ou en tout cas de volonté de changement. C'est plutôt l'automne ou l'hiver, symboliquement. Oui, d'accord. On se pose, on se repose, on va intérioriser les choses, et puis passer sur plutôt des phases de printemps où on plante, on prépare le terrain pour avoir à cueillir les fruits en été. Alors voilà, si je prends cette analogie sur le travail et sur le coaching, on est aussi sur cette cyclique. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est assez à la mode. Il y a même un film avec Peter Sellers là-dessus. Qui conseillait le président en tenant compte de la sagesse des saisons qui se succédaient. Et puis aussi à la télévision, Game of Thrones, c'est ça, le jeu des trônes. Il dit toujours l'hiver va arriver, enfin au sens figuré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être dans l'automne, par exemple? Être dans l'automne, c'est intérioriser, prendre du recul sur soi, perdre des choses, ou en tout cas se dire que c'est un moment de sa vie où on a d'autres choses qui vont arriver, quitte à passer par une phase peut-être un peu moins agréable qu'on appelle l'hiver. C'est ça. Et après, il y aurait le printemps. Voilà. Et bien sûr, le printemps arrive. Certaines personnes aiment beaucoup l'hiver parce que ça leur permet d'être plutôt tourné à l'intérieur d'elles-mêmes, dans la réflexion, moindre activité, et puis d'autres sont beaucoup plus dans l'action et dans le
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, M. Soulard, sur l'énéagramme? Parce que ça m'intrigue beaucoup et c'est quand même quelque chose d'assez structuré quelque part. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite initiation? Parce que je n'ai pas eu le temps d'avoir énormément d'exposés depuis le temps qu'on travaille dessus. Enfin, sur ces... Je n'ai jamais eu d'exposé vraiment qui m'ait percuté sur l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un outil ancestral qui est issu des pratiques soufis à l'origine, qui permettait de classer dans un système de 9 points. C'est pour ça que le énéagramme eh ben oui, c'est en grec. 9 points. Ouais. De 9 points de personnalité. Et ces 9 points de personnalité ont des caractéristiques qui se retrouvent dans toutes les cultures, toutes les générations. Oui. Avec des points forts et des axes de faiblesse. Oui. Et évidemment, chacun va pouvoir travailler en fonction de sa typologie de personnalité. Excusez-moi, donc vous interrompre. Donc vous arrivez à établir à quelle typologie quelqu'un appartient par rapport au système de l'énéagramme? On peut faire des hypothèses. Oui. La seule personne qui sait, c'est l'intéressé lui-même. Mais on peut quand même l'aider à trouver où il se trouve dans le système de l'énéagramme. Et donc il y a 9 possibilités. Alors on est de manière constante dans cette catégorie ou est-ce que ça change? On a une sorte de constante de toute la vie? En général, on a une constante. Oui. Après, on va travailler sur les nuances, parce que dans le système, il y a 9 points, mais chaque point a, on appelle ça 2 ailes, c'est-à-dire les 2 points qui sont en contact directement avec son propre type de nuance. Ah oui, d'accord. Oui. Et on a un type dans lequel on peut se libérer et un type dans lequel on est plutôt dans aller chercher et aller confronter ses démons, ou en tout cas ses points faibles. Donc, alors excusez-moi, comment est-ce que l'on est arrivé à décrire ces 9 types? Enfin, vous m'avez dit que ça avait des origines anciennes, mais ça n'a pas de rapport avec le zodiaque, ça n'a pas de rapport avec... Non, c'est un système différent qui a été le fruit de, je suppose, d'observation et de mise en système. Alors après, il y a tout un tas de niveaux dans l'énéagramme. Oui. Plutôt que de le voir, pour ceux qui connaissent un peu, de le voir comme un cercle posé à plat, il est plus intéressant de l'envisager plutôt comme une spirale. Et oui, c'est-à-dire une spirale dans laquelle on peut s'élever, c'est-à-dire aller vers les bons côtés de son profil, ou au contraire s'abaisser en allant dans les mauvais côtés de son profil. Le mauvais côté de la force. Exactement. Oui. Que j'ai sur ces choses-là. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'énéagramme, quel genre de classement on a en gros? Quel genre de type on nous propose? Donnez-moi par exemple deux types. Par exemple, je vais prendre le premier, ce qu'on appelle le type 1, qu'on appelle le perfectionniste. C'est quelqu'un qui, par définition, a comme blessure originelle de plaire à condition d'être parfait. Chacun de ces groupes a des blessures originelles? Oui. Ah oui, d'accord. Issues de l'enfance. Et donc de ces blessures, le 1 par exemple, qui est le perfectionniste, a intégré le fait que pour plaire à l'autre, il avait besoin d'être parfait. Voilà. Pour plaire à ses parents, ses figures parentales, il met la barre très haut. Donc il met la barre très haut. Donc le bon côté, c'est que c'est quelqu'un d'exigeant, qui va dans le détail et qui va faire les choses de façon rigoureuse. Et le mauvais côté? Le mauvais côté, c'est qu'il peut devenir très pénible. Quand on est marié avec quelqu'un de type 1 ou quand on a par exemple un hiérarchique qui est de type 1, s'il est dans le bon côté des choses, ça veut dire qu'il va nous pousser à aller dans le détail. S'il est dans le mauvais côté des choses, ça va pouvoir même confiner au harcèlement en disant ben voilà, tu m'as fait un rapport de 40 pages, mais j'ai vu qu'à la page 17, il y a une virgule qui manquait et ça peut être parfois mal vécu. Donc il y a chaque fois une explication dans l'enfance quelque part dans l'histoire de la personne, absolument. Et alors cette personne, alors justement, pour savoir à quel type on appartient, on va étudier un peu, on va parler un peu de son enfance par exemple? Pas forcément, on va plutôt parler de la façon dont on fonctionne. Oui. Des choses qui peuvent nous énerver ou qui peuvent nous rendre tristes. Et par un croisement, par des questionnements et par la lecture des profils, on peut trouver des hypothèses. Et j'insiste bien sur la notion d'hypothèse. Et combien de temps, par exemple, c'est intéressant de savoir combien de temps faut-il pour arriver à peu près classer la personne? Ça va être combien de sessions, par exemple?
classer, c'est pas le mot adapté, mais disons typer. On utilise le terme typer, c'est-à-dire faire l'hypothèse que la personne est plutôt de tel ou tel type. Combien de temps ça vous prend pour... Quelques minutes parfois ou quelques heures. Alors, est-ce que vous leur donnez des lectures? Est-ce que, par exemple, vous posez une question idiote, est-ce que vous leur dites, voilà, je vais vous donner une description des 9 types, et puis vous choisissez celui qui vous paraît... Du tout. Non. Il y a deux façons de l'aborder. Soit je suis en train d'observer la personne avec ses caractéristiques, et puis je fais une hypothèse. Ça va me permettre de communiquer dans son meilleur moyen de communiquer à lui, c'est-à-dire de me mettre dans son mode de fonctionnement, ce qui va faciliter la communication. Soit de faire travailler la personne sur de la lecture de type ou autre, et que cette personne puisse dire à un moment donné, ah bah oui, c'est là que je me reconnais. Ah oui, donc vous lui donnez des choses qui parlent, qui pourraient être en phase avec ce qu'elle est. Absolument. Oui. Mais il n'y a qu'elle qui sait. On peut faire simplement des hypothèses et imaginer que si cette hypothèse est bonne, à ce moment-là, on va connaître, on va dire, les bons côtés de la personne et en même temps les risques qu'il peut avoir. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, quand on compare aux méthodes complètement différentes de l'astrologie, par exemple, que les astrologues, ils se cassent pas trop la tête, prennent la date de naissance et ils savent immédiatement quel est votre signe zodiacal, par exemple. Donc ça, c'est voilà un peu comment ils fonctionnent. Bon, alors, et ils pourront aussi dire qu'il y a des bons côtés, de mauvais côtés, d'être taureau ou scorpion, etc. Mais ce qui est bien chez vous, enfin moi, vraiment, je suis très sceptique sur l'astrologie quand elle se dit capable de classer les gens. Je crois plus à l'astrologie quand elle est capable de parler de prévision, etc. Mais alors, le classement par... voilà. Donc, ça n'est pas si facile que de devenir un énéagrologue. Non, c'est pas si facile. Il y a des formations pour ça. Oui. Et puis, surtout, ce système permet de comprendre les personnes dans leur dynamique. Oui. C'est-à-dire quand elles sont bien, qu'est-ce qu'elles peuvent donner de meilleur, et puis quand elles ne sont pas bien, les mauvais côtés qu'elles peuvent avoir. Alors parlez-nous d'un autre type, par exemple. Alors, par exemple, je vous parlais du type 3, qu'on appelle le battant. Oui, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par les succès, la réussite, l'image qu'il présente de lui, etc. Donc c'est quelqu'un qui va avoir des bons côtés, parce que c'est quelqu'un qui va entraîner les autres, qui va travailler pour des réussites, pour des succès, qui va être motivé dans ce sens-là. Inversement, il faudrait parfois avoir tendance à peut-être tricher ou arranger la réalité pour que la réussite soit au bout. Ben oui. Par exemple. Pour donner l'impression d'une réussite aussi. Ça peut se donner l'impression de réussite, quitte à s'arranger un peu avec la réalité. Alors une autre question qui va peut-être vous paraître un peu farfelue, est-ce que vous distinguez quelque part les hommes des femmes au niveau de l'énéagramme? Non, il n'y a pas de... Par exemple, une femme peut avoir les 9 types comme les hommes, mais malgré tout, on pourrait quand même moduler un petit peu selon qu'on a affaire à une femme ou un homme. Ça va prendre des formes différentes. Oui, quand même, je crois. Par exemple, un battant homme sera plutôt dans l'apparence. La belle maison, la belle voiture, une belle situation. Une femme, peut-être, ce sera plus sur son aspect physique ou sur la réussite professionnelle, en disant, ben voilà, j'ai réussi dans un monde de ou celle de son mari, d'ailleurs. Par exemple. C'est assez intéressant quand il y a un couple du même type, parce que du coup, ils peuvent se mettre en rivalité. Alors, il peut y avoir une saine rivalité, et puis il peut y avoir une rivalité malsaine. Alors, à la limite, quelqu'un peut vous dire, voilà, j'ai rencontré cette personne-là, est-ce que vous pouvez m'en parler? Enfin, il peut même vous la présenter. Et vous auriez tendance à encourager quel genre de mariage, enfin de couple? J'encourage absolument aucun mariage. Non, mais je veux dire que tout est possible, ou est-ce qu'il y a des combinaisons qui sont moins évidentes? Des combinaisons qui peuvent être un peu plus détonnantes, mais qui peuvent être aussi plus enrichissantes, parce que si c'est que de la facilité, c'est pas forcément là où on va... Mais mettre deux personnes du même groupe, c'est concevable ou pas? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça va prendre des formes différentes. Il y en a quelques-uns qui vont par exemple réussir dans le domaine professionnel et d'autres dans le domaine social, si on reprend le type 3 du battant. Mais comment se fait-il qu'on est... Pourquoi on en a... Enfin, un peu... Pourquoi 9 et pas 8 et pas 10 Ça a été parce que c'est pas un nombre pair, voyez-vous. On ne peut pas les mettre en couple. En astrologie, on est tout le temps dans le pair. On est dans des systèmes sur d'autres niveaux. Par exemple, vous avez dans le système à 9 types, vous avez ce qu'on appelle des sous-types, et puis vous avez des types de personnalités. Vous avez des gens qu'on appelle de type cœur, de type triple, de type tête. Le cœur, c'est plutôt des gens qui vont fonctionner comme on symbolise avec le cœur, c'est-à-dire qui vont fonctionner avec l'empathie et la relation à l'autre. D'autres qui vont fonctionner qui vont être plutôt de type triple,
c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner beaucoup plus à l'instinct. Et puis le troisième type qu'on appelle le type tête, qui va être plutôt le fonctionnement, on va dire cérébral. Alors en vous écoutant, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas classer ces 9 types, est-ce qu'il n'y a pas des types qui appartiendraient au même groupe en quelque sorte? Par exemple, en astrologie, on va dire le bélier, le lion et le sagittaire, c'est des signes de feu, par exemple. Alors, est-ce que vous voudriez, par exemple, dire, par exemple, là, tout à l'heure, quand on parlait du type 1 et du type 3, j'ai un peu l'impression qu'ils avaient quelque chose en commun, un petit peu. C'était un petit peu un tout petit peu les mêmes problèmes. Donc, vous les cassez dans... Alors, eux, ils ont... Donc, il y a 9 types. Il y a 9 types, il y a 3 catégories. Voilà. Donc on pourrait dire que pour chaque catégorie, il y a 3 types. Voilà. Alors après, on a aussi d'autres sous-types. C'est-à-dire que pour chaque type, il y a 3 sous-types qu'on appelle le sous-type survie, le sous-type social et le sous-type, j'ai oublié le troisième, peu importe. Ce qui fait qu'en fait, dans un type, on se rend compte qu'avec le sous-type, c'est déjà on triple les possibilités, parce que ça prend des couleurs et des connotations différentes. Et puis évidemment, multiplié par 9 puisqu'il y a 9 types, on est déjà à 27 types de personnalités. Ce qui fait que ça devient un peu compliqué pour le diagnostiqueur. Parce que finalement, un des 9 types peut prendre des formes très diverses. Il va falloir que vous trouviez quel est le sous-type de ce type, etc. Alors, effectivement, ça devient un peu un casse-tête à un moment donné, sauf que je vais me faire un peu l'avocat du diable, sauf qu'à la limite, je vais peut-être vous titiller là, sauf que on peut toujours dire quelque chose sans en être absolument certain. Donc c'est quand même pas une science exacte. Je n'ai jamais eu cette prétention. Voilà. Donc finalement, c'est plutôt un outil de compréhension de soi et des relations aux autres. Donc quelqu'un qui a été diagnostiqué comme étant de tel groupe, il va apprendre qu'il y a des sous-groupes. Ça va lui être donné comme information. Et donc là, il va pouvoir voir les différentes possibilités d'évolution ou de régression. Absolument. C'est ça. Donc finalement, il y a déjà des chemins qui se présentent à lui, des options peut-être éventuellement. Et alors donc finalement, globalement, donc ça peut permettre un coaching, ou alors il y a d'autres informations que vous allez... C'est un outil qui peut servir en coaching. Mais il ne serait pas le seul outil. Non, mais je veux dire que vous ne vous limiteriez pas à cet outil. Non, mais vous savez, comme on dit souvent, quand quelqu'un ne connaît que le marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Donc avoir plusieurs outils dans sa caisse permet d'utiliser autant que possible l'outil approprié en fonction du client. Alors, par exemple, quelqu'un qui a passé un peu par le pied de l'énéagramme, vous passeriez à quoi après? Tout dépend de son projet, des difficultés qu'il peut rencontrer. Donc il y a des outils qui... Alors l'énéagramme, c'est pour situer la personne, et par contre il y a d'autres processus qui sont peut-être là pour traiter ou pour intervenir, je ne sais pas. Moi je ne m'y connais pas énormément, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais la PNL, c'est aussi un moyen de comprendre la personne ou d'intervenir. Tout à fait. Alors, un point très important, le coaching n'a pas pour vocation de soigner, de traiter, de faire quoi que ce soit. Le coaching est un outil d'accompagnement de la personne sur son objectif. Et donc, on n'est pas du tout sur le travail du passé, on travaille sur le présent, le futur, et on réfléchit plus solution que problème. Quand je vous ai dit ça, ça veut dire que si on a besoin de se dire à un moment donné, par exemple, comme ça a pu m'arriver avec des clients, mais pourquoi est-ce que je fais comme ça? Le coaching ne répond pas à ces questions-là. Non. Parce que là, à ce moment-là, on va rentrer dans la thérapie, la psychothérapie, pour laquelle personnellement, je n'ai pas de compétences. Le coaching va être plutôt sur, ok, à partir du moment où vous savez que vous fonctionnez comme ça, qu'est-ce que vous en faites pour que ça vienne contribuer à votre objectif, en tout cas que ça vous facilite la vie. Et là, la personne va pouvoir faire des choix. Elle se connaîtra mieux, elle pensera se connaître mieux, connaître où elle met les pieds, où elle connaît mieux, elle sait ce qui peut sortir d'elle, ce qu'elle peut faire d'elle-même. On va travailler sur les choses qui sont importantes pour elle, ce qu'on appelle les valeurs. On va travailler sur aussi leurs objectifs, les moyens qu'elle peut mettre en place, et de façon à aligner tout ça. Quand une personne sait que c'est bon pour elle, que c'est important pour elle, en général, elle est d'accord pour se mettre en chemin.
Donc au bout du compte, il s'agit d'avoir des résultats quelque part. Absolument. C'est ça l'objectif. Résultat, c'est débloquer quelque chose ou aller plus loin dans un projet. Et à ce moment-là, le coach intervient sur un temps donné. Que le but, ah oui, il y a un contrat. C'est de faire un contrat sur une courte durée. Oui. D'abord pour rendre le client autonome, parce que le but c'est pas de le rendre dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous avez une obligation de résultat et pas seulement de moyens? Alors une obligation de résultat pas jusque-là, mais en tout cas une obligation de moyens pour accompagner le client sur ses résultats, absolument. D'accord. Et donc on est sur de la courte durée, avec une absence d'influence, de jugement, et évidemment dans une optique de bienveillance. Donc on ne doit pas faire trop traîner les choses, c'est ça. Le coaching, c'est quand même dynamique et d'obtenir assez vite des résultats. Absolument. Dans les 3 mois, par exemple, je sais pas. 3, 6 mois, oui. Ça dépend le rythme que le client veut. Et généralement, on y arrive. Absolument. Ça va de quelques entretiens à 7 ou 8 en général. Hein. Oui. C'est la moyenne qui est reconnue par la profession. Oui, ah oui, oui. Mais bon, certains vont un petit peu plus vite, d'autres un peu plus lentement. Mais alors, est-ce que c'est plus dubitatif sur les personnes qui se déclarent coach avec des packages de 20 ou 30 séances, parce qu'à un moment donné, on entretient un certain nombre de choses, une relation qui peut être effectivement une relation, on va dire, de dépendance, ou en tout cas, le coach pourrait basculer dans la toute-puissance. Oui, bien sûr, oui. Donc là, il va pas. C'est ça. Là, il n'y a pas le temps de l'attachement. Enfin, on va dire que ça peut. On n'est pas fixé sur la personne. Il n'y a pas trop de transfert. Alors, le but, c'est évidemment d'éviter les transferts, parce que là, on est dans des jeux psychologiques qui pourraient être malsains. C'est une première chose. Il n'empêche que un des premiers principes du coaching, c'est la création du lien et du lien de confiance. Donc une forme de transfert. Évidemment, de confiance dans le coach, puisque c'est une personne à qui on va confier des choses, mais on va les garder pour elle. Voilà, c'est ça. Mais alors, ce que j'essaie de comprendre, M. Soulard, bon là, alors, les autres coachs, vous dites qu'il y a un corps, un ordre des coachs, je ne sais pas comment on appelle ça. Une fédération. Une fédération des coachs. Mais alors, ils ont à peu près quand même la même façon que vous de présenter les choses. Absolument. On pourrait dire quand même. Enfin, oui, ça reste un processus dans lequel il y a un accompagnement qui est définir un objectif, définir les moyens et de le cadencer dans le temps. Mais est-ce qu'ils ont éventuellement d'autres outils que les vôtres? Absolument, oui. Il y a des gens qui peuvent travailler avec d'autres outils. Je ne sais pas, moi. Quels sont les outils que vos collègues utilisent et que vous n'avez pas trop encore? C'est des outils, alors je ne saurais pas les nommer, mais c'est des outils qu'ils trouvent efficaces ou puissants en fonction de leur propre mode de fonctionnement. Oui. On va plus s'attacher aux résultats qu'aux moyens. Qu'est-ce qui se passe quand deux coachs se rencontrent? De quoi ils parlent? Ils parlent de leur réussite quelque part. De leur pratique. Oui. De leur pratique. Et c'est un milieu que je connais, que je pratique depuis plusieurs années. Oui. C'est un milieu que je trouve ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approche à dire moi je suis meilleur coach que toi, parce qu'on peut avoir des facilités avec tel ou tel type de public, tel ou tel type de problématique. Alors est-ce que vous organisez justement des colloques ou des réunions entre professionnels sur telle et telle thématique Oui, il y a différentes réunions. La Fédération internationale de coaching, l'ICF, organise des réunions, des séminaires. Coach France également. Oui. Il y a différentes fédérations professionnelles auxquelles on peut s'affilier. Moi, je me reconnais dans l'International Coach Federation. Donc vous avez les compétences affichées si vous le souhaitez. Et puis, bon, Alors, je vais vous poser encore une question qui m'est inspirée par ma connaissance de certains milieux. Quels sont les éléments qui font débat entre les coachs? Parce que je sais que dans tous les domaines, il y a différentes sensibilités, il y a différents positionnements. Il y a dans n'importe quel domaine, à un moment ou à un autre, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a plusieurs options qui se présentent au niveau de la profession. Il y a des débats alors de sémantique, d'approche. Voilà, je ne peux pas rentrer dans ce... Non, mais ça nous intéresse que nous parliez comme ça sociologiquement de cette profession. On va
va dire, il y a différents courants qui ont des approches similaires. Oui, comme dans n'importe quel. Parfois, dans les courants, il y a des questions d'ego aussi. Oui. De leader. Oui, bien sûr. Comme toute la société dans les. Et à l'étranger, ça se passe pareil ou il y a des différences? Alors après, il y a des différences de culture, il y a des approches culturelles. Justement, oui. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, les choses sont beaucoup plus dites directement, on va dire cash. Ah oui. Oui, parce que culturellement, c'est facile. Aussi bien les Anglais avec une rigueur beaucoup plus grande sur l'approche, avec des protocoles extrêmement précis. Donc ça, c'est des choix. On va dire que culturellement, ça va être comme ça. Si on est plutôt de culture latine, on va essayer de mettre les choses avec une forme différente. Si vous allez dans le monde africain, que je connais peu, mais on va avoir peut-être le temps de mettre les choses en place, de faire des longues phrases pour dire les choses, alors que dans d'autres environnements culturels, on va et même en France, il y a le midi et le nord de la France, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple. Vous êtes de quelle région vous-même? Moi, je suis provincial, je suis de Rhône-Alpes. Comment? Rhône-Alpes? Oui. D'accord, oui. Parce que aussi, c'est peut-être pas tout à fait la même mentalité qu'à Paris ou ailleurs. Certes. Bon, alors qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Quelles sont les questions qu'on aurait dû vous poser ou sur lesquelles vous auriez voulu apporter un point qu'on aurait pu laisser de côté? Je ne sais pas. Je pense que les choses ont été à peu près dites. Une chose importante pour moi, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, c'est de travailler à mon inutilité. C'est-à-dire de rendre le client le plus vite autonome. Absolument. Et donc de faire des accompagnements le plus court possible. Ça permet de gagner en efficacité et de montrer que finalement chacun est capable. Alors, une question un peu indiscrète, mais à laquelle vous attendez probablement. Combien ça coûte de passer par un coach? Ça coûte, je vais vous donner une fourchette. Voilà, les prix. Pour compléter un peu le tableau. Ça va coûter entre 50 et 100 euros à peu près la séance d'une heure. Ouais. Une heure et demie, ça dépend. Il y en a qui font 45 minutes, il y en a une heure, etc. Et puis dans le monde professionnel, on peut monter à plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros. Dans le cadre de l'entreprise, de dirigeants. Ah oui, c'est ça. Où là, le temps est précieux. Donc un quart d'heure d'un dirigeant, composer une ou deux bonnes questions qui permettent au dirigeant d'avancer sur son sujet, ça vaut parfois quelques milliers d'euros. Mais là, il faut être un bon coach. Là. Il faut avoir Vous avez eu des coachs, un coaching de professionnels? Oui. Je travaille à la fois chez les particuliers, je vais dire, et puis pour des professionnels. Et donc ça ne se passe pas tout à fait de la même manière, c'est ça? Ça se passe de la même manière sur le process. Oui. Après, ça va se passer différemment, parce que par exemple, dans le monde professionnel, on va parler d'un contrat, et généralement ce sera un contrat écrit. Oui. Il peut y avoir dans le monde professionnel un accompagnement d'une personne à la demande de l'entreprise. Donc on est dans ce moment-là dans une relation tripartite, qui nécessite de clarifier beaucoup plus les choses que quand on est sur du bipartite. Mais écoutez, merci beaucoup de cet entretien, une petite demi-heure, et on va mettre vos coordonnées en même temps.